parler de l'échographie dans les tumeurs rétropéritonéales de l'enfant. En effet, il a été décidé de centrer ce cours sur les tumeurs rétropéritonéales. C'est de loin les tumeurs les plus fréquentes de l'abdomen de l'enfant. Je vous rappelle quand même que pour ceux qui ne font pas de pédiatrie, si je me mets dans un service de cancérologie et hématologie pédiatrique, si je me mets à l'entrée, la pathologie principale que je vais voir, c'est premièrement l'hématologie. D'accord ? C'est de loin la plus fréquente. Après, je vais m'intéresser aux tumeurs solides. Et dans les tumeurs solides, la pathologie la plus fréquente, ça va être les tumeurs cérébrales. Bien sûr, le recrutement va varier pour savoir si vous avez de la neurochirurgie, si vous faites ou pas, mais c'est quand même ces deux éléments qui comptent. Après, on est sur le reste des tumeurs. Et dans ces tumeurs, sur le reste des tumeurs, celui qui pose problème est essentiellement les tumeurs abdominales. Et dans les tumeurs abdominales les plus fréquentes de loin sont les tumeurs rétropéritonéales. D'accord ? Donc je ne vous parle pas ici de cancérologie neuro, parce que là, la part de l'échographie, même malgré l'apport de l'échographie, est relativement limitée. Ok ? Alors, place de l'échographie dans les tumeurs rétropéritonéales. On va essayer ici encore de se donner une boîte à outils qui va vous permettre de raisonner. Je n'ai pas la prétention de vous apporter des informations exhaustives, mais on va essayer de raisonner. Vous allez voir qu'avec un raisonnement simple, vous allez en l'espace de 5 minutes avancer très loin dans le diagnostic. Alors, les masses abdominales de l'enfant, je vous rappelle que c'est des découvertes à la palpation, pour ceux qui ne font pas de pédiatrie. Vous pouvez très bien avoir un examen clinique parfaitement normal d'un enfant, et 3 mois après, qu'il arrive avec votre cabinet avec un chou-fleur dans le ventre. Je vous rappelle que c'est des tumeurs qui poussent très vite. Et donc, il ne va pas venir pour une hématurie, il va venir essentiellement pour, tiens, il y a quelque chose, il y a un gros ventre. C'est ce qui distingue de la vie. Il y a des pathologies très diverses en nature, en thérapeutique et en pronostic. L'apport de l'imagerie, c'est essentiellement 4 étapes. Diagnostiquer la tumeur, la décrire, en guider éventuellement la ponction, et on va voir que aujourd'hui, cette ponction elle est de plus en plus fréquente, contrairement à ce qui se passait il y a quelques années, et enfin, en surveiller l'évolution. Ce qu'il faut que vous sachiez également, c'est que si vous êtes confronté à cette situation, c'est une situation qui va être délicate sur vous, parce que l'enfant il vient pour abdomen ballonné, il ne vient pas pour tumeur, il vient pour abdomen ballonné, tiens, il est constipé, il n'est pas constipé, des questions posées comme ça. Je parle de quelque chose, est-ce que c'est la rate, est-ce que c'est pas la rate, c'est une question que vous posera votre collègue. Et vous allez très rapidement, en l'espace de quelques secondes, constater qu'il y a une masse, que cette masse est une tumeur. Et en même temps que vous allez commencer le bilan de tout ça, vous allez vous dire comment je me comporte vis-à-vis des parents qui sont à côté et qui me regardent, et qu'est-ce que je vais dire aux parents. Et votre problème principal, il sera là. Qu'est-ce que je vais dire ? Vous allez voir que, à la fin de cet examen, vous pouvez aller déjà très loin dans l'idée de la pathologie qu'a cet enfant. Après, ce que vous dites, ce que vous ne dites pas, on en reparlera, c'est une question d'organisation avec vos collègues, de votre propre aussi démarche médicale. Et sachez que malheureusement, vous allez vous dire tout de suite, est-ce que je me tais et je vais perdre la confiance de ces gens parce que ils vont bien sentir que je dis des trucs qui ne tiennent pas forcément la route, ou est-ce que je dis tout parce que j'ai déjà des informations suffisantes pour dire quelque chose. Et à ce moment-là, il va falloir que je passe du temps, que je fasse, comme dans toute annonce, vraiment attention à tous les mots que j'utilise. D'accord ? Votre problème, il va être là. Et vous allez voir qu'on peut aller très loin en échographie. Alors, juste pour nos 4 étapes, quand j'ai dit diagnostiquer la tumeur, d'abord, il faut confirmer l'existence d'une masse. Je vous rappelle que la masse abdominale principale de l'enfant, c'est quand même soit parce qu'il y a beaucoup d'air dans l'abdomen, soit parce qu'il y a un fécalome. D'accord ? Donc, quand préciser, et je vous rappelle également que nos jeunes filles ont le droit d'être enceintes, et qu'elles ne l'ont pas toujours dit. Et on a tous des gags comme ça. Enfin, c'est pas des gags. C'est plus facile à gérer que d'annoncer une tumeur. Mais c'est quand même, au quotidien, des choses qui vont vous arriver. Donc, et d'autre part, on dit que c'est une masse, et c'est vraiment une tumeur, c'est-à-dire que je vais avoir à éliminer un abcès, mais vous n'en verrez plus, c'est fini, on n'en voit plus. La plupart des enfants n'ont plus d'abcès qui apparaît sous la forme d'une masse, on en parlera quand même.
ou d'une malformation. Là, par contre, un tout petit avec un contact lombaire, on trouve que le rein est bizarre, il y a plus de chances que ça soit une neuropathie obstructive sur double système qu'une tumeur, qu'un néphroblastome. Déjà, on va distinguer ces deux éléments. Oui, il y a une masse, oui, il s'agit bien d'une tumeur. Vous allez décrire la tumeur, c'est-à-dire vous allez en déterminer la localisation. Quelle est sa localisation anatomique, intra- ou rétropéritonéale, et quel est l'organe, rein par rein. Ces questions, elles sont aussi simples que ça. Vous allez en analyser la structure. Est-ce que c'est échogène? Est-ce que c'est kystique? Est-ce qu'il y a des composantes kystiques? Et en quoi ces composantes liquidiennes vont m'aider ou pas au diagnostic? On va voir que c'est faible. Vous allez en définir la taille et l'extension. Alors là, ça dépend dans quelles circonstances vous vous placez. Est-ce que vous considérez que vous êtes de premier ou de deuxième niveau? La taille et l'extension, ça va être un élément important pour le suivi de la patient. Certes, on va le voir, il aura sûrement une imagerie par coupe, mais il n'en reste pas moins que le suivi de ce patient risque d'être, pour une grande partie, essentiellement à l'échographie. Donc il va falloir être très rigoureux sur la mesure de la taille. L'extension, vous allez voir que la question principale sera le rapport avec les vaisseaux. Vous allez être souvent ennuyé par le foie, et en fait on se contrefiche du foie, et vous allez voir que la question principale, c'est le rapport vasculaire. Bon, chercher d'éventuels signes associés, est-ce qu'il y a un épanchement pleural, est-ce qu'il y a autre chose lors de l'échographie. Et après on retrouve nos guider la ponction et surveiller l'évolution. Alors, il nous faut une imagerie efficace, fiable, accessible, reproductible et rapide. L'échographie peut être tout ça, parfaitement, pour peu que vous ayez compris les règles des explorations de ces tumeurs. Qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, on voit que l'imagerie de base, c'est l'échographie. La place de la radio conventionnelle est vraiment de plus en plus limitée. Le thorax, on va rechercher des métastases. Vous êtes parfois amené à faire des abdomens sans préparation, mais je vous rappelle qu'on en fait pratiquement plus. Le but de l'abdomen sans préparation va être essentiellement de voir s'il y a des anomalies osseuses ou s'il y a des calcifications. Mais aujourd'hui, on en fait pratiquement plus. On ne fait plus d'opacification urinaire comme dans le temps jadis, au moins une neurographie. Donc aujourd'hui, c'est échographie, radio de thorax, et cet enfant aura une imagerie par coupe, scanner ou IRM, systématique, et on verra que les évolutions sont en train de se faire du scanner vers l'IRM. D'accord. De toute façon, ce scanner IRM devient fondamental dès que vous avez un diagnostic. C'est important dans le bilan d'extension initiale, mais je vous rappelle que ça ne vous dispense pas d'un bon bilan biométrique à l'échographie, puisque l'échographie va être un élément qui va vous permettre de suivre entre ces imageries par couple le bilan d'évolution. Et enfin, le scanner ou l'IRM vont se situer au début, mais également après la phase de chimiothérapie, puisqu'il va falloir faire un bilan préopératoire très précis, juste avant l'opération. Ok? Mais l'échographie, comme je vous le dis, c'est ce qui fait le diagnostic, ce qui permet de surveiller. Alors, juste pour ceux qui ne connaissent pas, je vous rappelle qu'on raisonne par grands secteurs cliniques et épidémiologiques. Une masse charnue du rein chez un enfant et jusqu'à preuve du contraire, un néphroblastome. Je veux dire, si c'est un enfant de 3 ans, statistiquement, vous m'appelez de Romorantin, je suis à Guéret, je n'ai pas vu l'enfant, vous me dites qu'il y a une masse échogène du rein, je ne vais pas me mouiller en disant, écoute, c'est probablement un néphroblastome. D'accord? Statistiquement, il vaut mieux faire ça que de faire du pronostic sportif. D'accord? L'imagerie, je vous ai dit, c'est l'écho et l'imagerie par coupe, mais vous avez également la chance d'avoir des marqueurs biologiques soit simples, soit complexes. Je ne vais pas entrer dans les marqueurs biologiques et génétiques complexes, mais simplement vous dire qu'on a déjà des éléments biologiques qui peuvent nous aider, et après, quand on est dans le bilan exact de la tumeur, on voit que depuis les 5 dernières années, les choses évoluent très vite, et évoluent tellement vite, que jusqu'à présent, on va voir que le néphroblastome, finalement, ne pas avoir de preuve histologique au début, n'était pas le problème, alors que maintenant, l'interrogation, c'est, non seulement c'est vraisemblablement un néphroblastome, mais éventuellement, je vais aller chercher un bout de cette tumeur, non pas pour confirmer que c'est un néphroblastome, parce que ça va le confirmer dans la majorité des cas, sauf dans des cas particuliers, je vous parlerai, mais surtout pour guider exactement la thérapeutique et le pronostic. D'accord? Et on voit que les choses sont évoluées, ce que je vous dis aujourd'hui, ça sera faux dans 2 ans.
mais parce que la biologie et la génétique évoluent considérablement. Et qu'on fait de plus en plus un traitement personnalisé. Alors, ce que je veux que vous reteniez, bon, certes, vous pouvez faire des alpha-fétaux, vous pouvez faire des bêta-HCG, mais ce que vous devez retenir, c'est que vous avez la chance, si j'ose dire, dans le malheur des enfants, d'avoir dans le cas de la tumeur la plus fréquente rétropéritonéale, c'est-à-dire un neuroblastome, un marqueur biologique qui est quand même très simple à chercher, c'est une catécholamine urinaire. D'accord ? Dans ces tumeurs qui sont sécrétantes, on va avoir, dans la très grande majorité des cas, une élévation des catécholamines urinaires. Donc là, ça peut aller très vite. Et c'est là où vous intervenez, c'est que vous faites l'échographie, vous êtes tout de suite orienté vers une tumeur rétropéritonéale et vraisemblablement un neuroblastome, et on va voir pourquoi vous l'êtes. Eh bien, on sait qu'au sortir de votre échographie, le médecin qui va prendre en charge cet enfant va déjà programmer ce dosage des catécholamines urinaires, donc le recueil des urines, donc éventuellement un régime avant pour éviter d'avoir des erreurs dans ces dosages du fait de la présence de bananes, de chocolat et autres trucs. Alors la biologie tumorale, elle repose sur, maintenant c'est là où on devient plus agressif des fonctions de biopsie. Il peut s'agir de biologie moléculaire, il peut s'agir d'études du génome. L'intérêt, c'est au départ, c'était pour nous de comprendre la genèse tumorale. Maintenant, ça permet de mieux préciser certaines tumeurs, et en particulier de les classer, parce que la petite cellule ronde et bleue, qui peut être un neuroblastome, un Ewing, qui peut être un rhabdomyosarcome, tout ça, c'est vraiment ces analyses de plus en plus précises qui nous permettent de cibler. Donc ça va avoir des incidences thérapeutiques et pronostiques. Mais vous êtes encore avec votre échographe. Bon, je vous ai mis quand même l'ASP pour vous dire, si vous en faites, cherchez deux choses. Non pas le refoulement des structures digestives, mais regardez les os. Ça serait bête d'avoir une lise de la dernière côte à gauche et que vous êtes en train de parler d'un neuroblastome alors que c'est un Ewing de la côte. Donc regardez. Et regardez s'il y a des calcifications. Et les calcifications, elles n'ont d'intérêt que lorsqu'elles sont grosses, comme ça en motte. Là, on va évoquer éventuellement un tératome. Des petites calcifications, on va voir qu'elles sont très fréquentes au scanner et qu'elles n'ont pas d'éléments diagnostiques. Si je vous ai montré une ancienne urographie intraveineuse, bon, j'ai regardé dans le service, ça fait 6 ans qu'on n'a pas fait une urographie intraveineuse, toute pathologie confondue dans le service. On n'en fait plus. Et je voulais vous montrer parce que ce que je vous montre là, c'est propre à toutes les formes d'imagerie, mais du point de vue pédagogique, ça vous permet de comprendre. Dès que vous avez une anomalie de position de l'arbre urinaire ou du rein, c'est que c'est une tumeur rétropéritonéale. Dès qu'une masse influe sur la position des cavités excrétrices et du rein, c'est que c'est rétropéritonéal. Là, je peux regarder la radio, pas à 10 km de là, parce que je commence à être vieux, et à 30 mètres sur cette radio, vous pouvez dire ce que vous voulez, il y a une masse rétropéritonéale ici. Ce rein, il le refoule. C'est une masse rétropéritonéale ou pariétale qui dégouline dans le rétropéritonéal. Mais ce n'est pas une masse intrapéritonéale. Il n'y a aucune chance. Donc, quel que soit, que ce soit une IRM, une écho, la même chose, le signe est le même. Deuxième point, dès que j'ai ici une désorganisation des cavités excrétrices, vous voyez bien que les cavités normales, elles sont là, elles sont là, elles sont là, et ici les cavités, elles sont complètement écartées, écrasées. Dès que vous avez une désorganisation des cavités excrétrices, c'est une masse intra-rénale. Que ça soit un scanner, une IRM, une échographie ou une vieille urographie intraveineuse. Ces deux principes, ils sont toujours, même si l'urographie intraveineuse a disparu. Bon, vous allez faire une échographie. Alors j'ai dit BD pour pas dire 3D. Vous avez senti mon peu d'intérêt pour le 3D. Vous allez faire avec les sondes qui sont à disposition. Bon, on vous a parlé en début de cet enseignement que si vous faites de la pédiatrie, il faut impérativement que vous ayez des sondes de 5-10 MHz, que vous ayez des sondes linéaires ou des sondes vectorielles. Il faut quand même que vous ayez toute cette panoplie, ce qui coûte plus cher. Vous allez... Ça va vous nécessiter de la patience, bien sûr. Cette patience, en même temps, vous êtes stressé parce que vous avez découvert dès la deuxième seconde de l'examen que c'était une tumeur. Il va falloir explorer tout l'abdomen. Et donc, bien sûr, vous allez tout de suite vous dire « Merde, c'est une tumeur. Zut, c'est une tumeur. » Mais surtout, il faut que vous disiez « Je dois explorer tout l'abdomen. »
j'assume, je fais de haut en bas, j'ai regardé le péritoine, le foie, la rate, le pancréas, j'ai tout regardé. Donc c'est vraiment tout l'abdomen. De toute façon, l'écho, il faudra la refaire. Ça vous apporte de très bonnes informations anatomiques. Bien sûr, c'est opérateur dépendant. Soyons honnêtes, on fait d'écho ou on n'en fait pas. Hein. Cette idée que l'échographie est opérateur dépendant, un chirurgien, c'est opérateur dépendant. Je ne vais pas faire de la chirurgie. Bon, donc, un pédiatre qui fait bien de l'échographie, il fait bien de l'échographie. D'accord ? J'insiste sur l'échoscopie. Toujours, vous regardez comment ça bouge. Et c'est un des éléments qui est intéressant, par exemple, sur une tumeur du flanc droit. Quand vous voyez le rein glisser sur la tumeur, alors que c'est difficile de trouver une interface acoustique, mais quand vous voyez que là, le rein bouge alors que la tumeur ne bouge pas, vous êtes rassuré. Vous savez que ça ne colle pas. D'accord ? Cette échoscopie, elle est importante. C'est un élément important que vous mettez dans votre compte-rendu d'échographie. Alors, premier élément, ça va vous apporter des éléments topographiques. C'est-à-dire la continuité de la tumeur avec l'organe cible. Ça peut être une continuité tissulaire, et on va voir que parfois, ça peut être pris à défaut. C'est une modification de la vascularisation, ou une continuité de la vascularisation. Lorsque vous avez une tumeur rétropéritonéale qui est vascularisée, généralement elles le sont, richement vascularisées, essayez de voir d'où vient ce vaisseau. Et si vous voyez le vaisseau qui est en continuité avec les vaisseaux qui sont dans le parenchyme rénal, c'est un néphroblastome. Si à l'inverse, vous voyez un petit vaisseau qui va directement à l'aorte, c'est-à-dire que vous êtes dans une artère surrénalienne, c'est que c'est vraisemblablement un neuroblastome. Vous allez voir que le neuroblastome, c'est compliqué parce que vous voyez à la fois la masse et les adénopathies. Donc, continuité tissulaire, modification de la vascularisation chronique. Je sais que c'est parfois compliqué de donner l'organe cible, parce que j'ai commencé à vous dire que la tumeur pédiatrique va croître très vite. Et vous risquez d'avoir des tumeurs tellement volumineuses qu'elles dépassent votre champ d'exploration de la sonde. Ce qui va vous poser un problème biométrique, mais aussi un repère de vos vaisseaux. Eh bien, vous prenez votre temps, vous regardez bien comment ça se passe avec le foie. Et je vous le dis, avec le foie, souvent vous allez être plus inquiet qu'autre chose. Et surtout, vous allez chercher le rein, vous allez voir s'il est refoulé, s'il est envahi. Vous prenez votre temps de ce point de vue. Alors là, je vous montre deux exemples qui posent des problèmes. Je vous ai mis volontairement, je fais exprès de ne pas vous mettre des images les plus belles d'échographie. Certes, on a des échographies, des échographes merveilleux aujourd'hui, mais pour vous montrer que même avec un examen qui est de moyenne qualité, vous arrivez parfaitement à répondre aux questions. Là, sur celle-ci, sur cette diapositive-là, je vous ai montré une masse qui est échogène, on est bien d'accord, échogène, qui est dans le sinus du rein. Alors, là, c'est vrai qu'on va s'interroger, on va dire, c'est une masse rénale, faites attention, une tumeur extra-rénale peut rentrer dans le sinus. Là, en l'occurrence, il s'agissait d'un neuroblastome. Mais on avait des tas d'autres éléments qui nous faisaient dire, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est un neuroblastome. D'accord ? Donc généralement, on sait quel est l'organe atteint, mais faites attention, le sinus peut être atteint de l'extérieur vers l'intérieur. A l'inverse, sur cette diapositive de droite, sur la photo de droite, on a ici un rein, et on voit par voie antérieure qu'il y a un développement de cette masse échogène, polylobée, qui semble distincte du rein. En fait, il suffisait d'allumer le Doppler pour voir que c'était les mêmes vaisseaux. Donc là, c'était une tumeur à développement essentiellement exorénal, et qui était bien d'origine rénale. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il faut que vous multipliez vos plans de coupe, et vous allez avoir, en fonction de... C'est ça l'intérêt de l'écho, c'est que vous multipliez dans tous les plans, et vous allez avoir cette continuité tissulaire ou vasculaire. Alors, pour vous dire également que de temps en temps, on a des vrais problèmes pour avoir l'organe cible. Quand vous avez une tumeur, vous voyez, qui dépasse le champ de ma sonde, ça va poser problème, mais non, il suffit que j'aille chercher vraiment la zone qui m'intéresse, et la zone qui m'intéresse montre ici, par exemple, que j'ai un bout de parenchyme et que la tumeur est en train d'ouvrir le rein en entier. D'autre part, quand j'allume, je vois que cette tumeur est vascularisée à partir de l'artère rénale. Par contre, c'est évident que le scanner ou l'IRM, dans sa étude morphologique globale, vous montrera bien ici, par exemple, que ce rein qui était totalement éclaté
il y en a une partie haute et une partie basse, et il ne reste plus ici qu'une languette. Vous voyez, ici entre le foie et la tumeur, il reste une petite languette de foie, de rein. L'échographie, si vous prenez du temps, va vous permettre également de voir ce rein éclater. Par contre, la biométrie de votre échographie posera problème. Donc, ce qui veut dire que votre mesure initiale en échographie est problématique. Vous l'aurez eu sur l'imagerie par couple. Par contre, sur le premier contrôle échographique sous chimiothérapie, dès que vous êtes dans des mesures plus fiables, vous allez vraiment les noter, parce que là, c'est ce qui vous permettra de faire. D'accord ? Alors, la nature tissulaire, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est souvent plus trompeur qu'autre chose. Bien sûr, lorsque j'ai quelque chose qui est totalement anéchogène, sa nature tumorale est peu probable. Quand c'est totalement et uniquement anéchogène, que je n'ai pas de composante charnue, je vais aller vers des pathologies malformatives ou kystiques. Par contre, il est très fréquent d'avoir des tumeurs qui sont hétérogènes avec des petites plages hypoéchogènes, voire anéchogènes dedans. À quoi c'est lié ? Eh bien, il faut que vous sachiez que c'est, comme je vous l'ai dit, ces tumeurs évoluent très vite. Il y a le problème de l'angiogénèse. C'est-à-dire qu'elles évoluent tellement vite que la tumeur ne peut pas produire elle-même les vaisseaux qui suivent. Donc vous allez avoir des zones de nécrose, avant même la chimiothérapie. C'est ce qui est beaucoup plus fréquent chez l'enfant que chez l'adulte, que ce soit un néphroblastome ou un neuroblastome. Donc vous allez voir dans la littérature, on vous décrit les formes kystiques des néphroblastomes. Le plus souvent, il s'agit plutôt que de formes kystiques, il s'agit bien de zones nécrotiques du néphroblastome. Même chose, le neuroblastome a le droit d'avoir des petites plages de nécrose. Enfin, j'ai le droit d'avoir des petites calcifications à l'intérieur. Même chose, ces calcifications, elles sont soit d'origine tumorale, soit d'origine vasculaire. Classiquement, on vous dit que c'est plus le neuroblastome qui est calcifié. Et quand on regarde bien, en particulier sur le scanner, on voit qu'il est très fréquent d'avoir aussi des petites calcifications dans les néphробlastomes. Donc la calcification n'est pas un marqueur qui est un marqueur totalement spécifique, même s'il est plus fréquent dans le neuroblastome que dans le néphroblastome. OK ? Donc je vous ai dit, ça peut être hétérogène. Alors, une fois que j'ai fait cette échographie, ne vous inquiétez pas, on va y revenir après, les autres explorations IRM ou scanner, en complémentaire des ultrasons. Ça va me permettre de mieux voir les adénopathies, ça va me permettre de voir les rapports vasculaires, et je vous assure que déjà sur votre échographie, vous avez la totalité des informations vasculaires. Bien sûr, vous allez regarder, vous allez vous dire ça va être plus objectif sur mon scanner ou mon IRM. En fait, il est exceptionnel que ces explorations-là apportent des informations vraiment fondamentales par rapport à quelle était votre description échographique. D'accord ? Scanner ou IRM, ça va me permettre de voir certaines composantes particulières, voir les calcifications pour le scanner, voir les composantes graisseuses pour le scanner ou pour l'IRM. Surtout, ça va me permettre de voir, dans le cas du neuroblastome, les extensions intracanalaires, ce que ne montrera pas l'échographie, puisque l'échographie, sauf chez le tout petit, ne va pas montrer l'extension dans le canal rachidique. Et enfin, ces examens me permettent également de rechercher des métastases, et c'est là où on voit où le scanner a pour l'instant l'avantage sur l'IRM, c'est que le scanner va vous montrer, dans le cadre du néphroblastome, la recherche d'éventuelles métastases pulmonaires, ce que ne montrera pas, bien sûr, aujourd'hui, de façon suffisamment reproductive, l'IRM. Bon, le TDM, soyons honnêtes, c'est l'examen pour aujourd'hui qui, à la suite de votre échographie, sera le plus souvent réalisé, parce que c'est celui qui est le plus simple à réaliser pour les différentes équipes. Même si certains d'entre nous essayent d'y substituer l'IRM, l'IRM n'est pas encore devenu l'examen systématique post-échographique. Donc le scanner, c'est un scanner volumique, bien sûr, il va vous permettre de voir les métastases pulmonaires et la lésion initiale. Ça va vous permettre d'avoir une extension complète, en particulier des vaisseaux, mais également une biométrie qui sera plus facile dans les tumeurs volumineuses, et ça va vous permettre, à l'IRM comme au scanner, de voir l'extension comme ici sur ce neuroblastome. Vous voyez, il y a une tumeur rétropéritonéale. Pourquoi elle est rétropéritonéale ? Vous voyez qu'elle est au contact de l'aorte, qu'elle refoule en avant l'aorte, qu'elle au contact du rachis, mais cette tumeur vient également dégouliner au travers du trou de conjugaison dans le canal rachidien, comme on le voit ici, au niveau de plusieurs trous de conjugaison. C'est sûr que là, l'échographie,
en dehors du tout petit où vous pouvez le montrer, eh bien, essentiellement, ça sera cette imagerie par couple qui le montrera. Mais cet enfant-là a des signes neurologiques. Hein, il y a une compression médulaire. Il vient pour sa compression médulaire. Alors, l'IRM, même chose, je n'insiste pas. Qu'est-ce que j'ai encore dans ma boîte à outils? Dans ma boîte à outils, j'ai la scintigraphie. Bon, est-ce que je fais des scintigraphies? Bon, vous pouvez toujours faire des scintigraphies au technétium pour chercher des métastases osseuses. C'est pas spécifique. Je vous rappelle que dans ce qui nous intéresse, nous, dans les tumeurs rétropéritonéales, si dans une tumeur rétropéritonéale, j'ai des métastases osseuses, jusqu'à preuve du contraire, c'est un neuroblastome. Un néphroblastome ne devrait pas, statistiquement, vous donner une métastase osseuse. Je ne dis pas ne peut pas, parce que la médecine nous a montré que... Mais globalement, vous m'appelez de Romorantin et je suis à Guéret et vous me dites j'ai une tumeur rétropéritonéale avec des lises osseuses, jusqu'à preuve du contraire, c'est un neuroblastome. Si vous me dites oui, mais tu sais, il est grand et il a en même temps, il a une tumeur du rein, j'en suis sûr, je vais vous dire, c'est pas un néphroblastome, mais c'est un sarcome cellulaire. Parce que c'est typiquement la tumeur rénale qui peut donner les métastases osseuses. Et c'est un enfant qui est généralement plus grand. En tout cas, ça ne sera pas un néphroblastome. Donc là, je vais vous dire, je vous dirai au téléphone, attention, tu me dis que c'est un néphroblastome, revois ton diagnostic, reparle-en avec ton équipe, parce qu'il faut réfléchir à tout. Alors, par contre, une scintigraphie qui est très intéressante, dans le cadre des tumeurs de la crête neurale, c'est la scintigraphie à la méthylviolo-benzobolidine, MIBG, donc qui n'est pas faite partout, qui a l'intérêt, ça vous permet d'avoir les précurseurs des catécholamines, et donc vous allez, sur votre scintigraphie, avoir non seulement la fixation de la tumeur qui sécrète les catécholamines, mais des métastases. Donc ça, c'est un examen qu'aura de toute façon dans le bilan initial. Enfin, le PET scan, je ne vous en dis pas plus, parce qu'aujourd'hui, en dehors du lymphome, là c'est bien prouvé, et je vais vous parler tout à l'heure du lymphome, dans ces autres tumeurs-là, les choses sont encore en cours d'évaluation, surtout en incidence thérapeutique. Alors, on a vu la boîte à outils, je vous ai dit il y a l'échographie, je vous ai dit comment la faire, je vous ai dit, n'oubliez pas qu'il y a d'autres examens à côté, mais maintenant on va se concentrer sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'échographie. On a vu que l'échographie me permettait de localiser la lésion. Maintenant, la biométrie. Votre biométrie, elle doit être dans les 3 plans de l'espace. Elle doit commencer par le plus grand axe, puis être perpendiculaire à ce plus grand axe. Vous devez laisser une trace de votre biométrie, non seulement pour montrer quelle est votre coupe de référence, mais après pour avoir les chiffres. Donc, je sais que c'est compliqué, mais prenez du temps à cette phase biométrique. Alors je sais qu'on est en stress, vous découvrez une tumeur, les parents sont en larmes, et ainsi de suite. Il faut aller jusqu'au bout, parce que ce sont des éléments qui seront importants. Donc dans les 3 plans de l'espace, perpendiculaire. En sachant qu'il faut que vous sachiez bien sûr que, faut que vous vous rappeliez du fait que votre biométrie n'est pas toujours reproductible. Vous pouvez avoir facilement 5 mm de variabilité, en particulier sur une tumeur comme le neuroblastome, et on va y revenir. Le problème du neuroblastome, c'est qu'il y a la tumeur proprement dite et toutes les adénopathies autour. Donc je vais mesurer ma tumeur dans cet ensemble de tumeurs au début, et puis après sous chimiothérapie, je vais individualiser la masse proprement dite et des adénopathies qui sont un peu plus atténuées. Donc dans ces cas-là, il faudra que je sois plus spécifique dans mes comptes rendus ultérieurs, en disant la masse principale est de mesure temps, et chacune des masses qui se sont individualisées mesure aujourd'hui temps sur temps. D'accord ? Même chose lorsque je décris en biométrie, que ce soit l'échographie ou une autre forme d'imagerie, lorsque j'ai des composantes liquidiennes, je vous ai dit que ces composantes liquidiennes étaient rarement kystiques, souvent nécrotiques. Il faut que dans ma biométrie, je dise voilà quelle est la taille globale de la tumeur, et au sein de cette tumeur, je vois une plage liquidienne qui mesure tant. Parce qu'il est peu probable que la chimiothérapie ait un effet sur cette masse, cette composante liquidienne. Ce qui va vous intéresser en évolution, c'est l'évolution sur la composante charnue. Donc il faut chaque fois qu'on ait bien la différence entre les deux. Pour l'oncologue, ça va être important de se dire, moi, ça a varié de 25% ou de 50% cette tumeur. On n'est pas à 10% près, mais il faut quand même s'approcher. Et dès que vous avez des composantes nécrotiques,
liquidienne, ça vient compliquer la réflexion. D'accord? C'est bon? Là, on a la boîte à outils. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dans la boîte à outils? Eh bien, on va commencer la démarche diagnostique de nos principales tumeurs. Je vous rappelle, aujourd'hui, on s'intéresse aux tumeurs rétropéritonéales. Elles sont intrarénales ou extrarénales. Ça, l'échographie va me dire. Et l'échographie va me dire est-ce qu'elle est charnue, liquidienne ou mixte. Je vous ai expliqué que les mixtes et les charnues, pour moi, elles sont dans le même paquet. Par contre, si elle est liquidienne pure, je vais avoir tendance à ne pas mettre en premier diagnostic une tumeur maligne. D'accord? Par contre, dès que c'est mixte, on va vers le plus pessimiste, hein, c'est évident. Premier cas de figure, j'ai une tumeur rétropéritonéale liquidienne. Une tumeur rétropéritonéale intrarénale liquidienne, dans ma tête, jusqu'à preuve du contraire, statistiquement, vous êtes dans la malformation. Le plus probable, surtout si c'est au pôle supérieur d'un rein, c'est qu'il s'agit tout simplement d'un double système excréteur avec une dilatation du pied long supérieur. Les kystes du rein isolés sont beaucoup plus rares que les malformations. L'enfant a des maladies polykystiques, autosomiques ou dominantes, on va pas récessive ou pas, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, c'est pas mon cours, mais un kyste isolé du rein, c'est rare, voire exceptionnel. Donc c'est liquidien, cherchez l'urtère sous-jacent, mais c'est plutôt malformatif. D'accord? Donc le liquidien, je mets de côté. Il s'agit d'une masse charnue intrarénale. Dans votre tête, il doit y avoir 3 diagnostics. Le néphroblastome, l'amartome de Bolland et le lymphome. On va voir qu'il peut y avoir d'autres histologies, mais vraiment, ce n'est pas le problème aujourd'hui. Ça peut éventuellement être non tumoral. Je mets de côté les abcès. Soyons honnêtes, nous, c'est une fois tous les 3 ans qu'on se dit, attends, c'est une tumeur ou un abcès. Généralement, on est dans un contexte social particulier, on a laissé filer des infections à répétition. C'est exceptionnel qu'on se dise, qu'on prenne l'un pour l'autre. Il faut vraiment qu'on soit dans un contexte très particulier. Ce qui n'était pas le cas il y a 15-20 ans. Il y a 15-20 ans, les uropathies et les infections des voies urinaires nous arrivaient sous la forme d'abcès. Maintenant, c'est exceptionnel. Autre élément, mais c'est une question échographique, c'est il y a une colonne de Bertin qui est un peu large, à l'échographie, je la prends pour une tumeur. Mais ça, c'est la cellulologie élémentaire du rein, c'est pas le problème. Donc, retenez néphroblastome, amartome de Bolland, lymphome. Amartome de Bolland sera particulier, non pas par son échogénicité, mais par son âge. Il s'agit d'un enfant qui est un diagnostic néonatal, dans les premiers mois de vie. D'accord ? C'est ça qui va me permettre d'avoir une démarche différente, parce que l'échographie ne va pas vous permettre de trancher. C'est vraiment la démarche en fonction de l'âge de l'enfant. Enfin, le lymphome, je vous en reparlerai parce que c'est un vrai problème et vous allez voir qu'on s'en sort généralement. Alors, le néphroblastome ou tumeur de Wilms, 8% des tumeurs solides de l'enfant, 95% des tumeurs solides du rein de l'enfant. Donc, quand je dis que depuis Guéret, je réponds à Romorantin, j'ai cessé de parler de Guéret, parce que je suis corse, au fin fond, même à Corté, tout le monde sait que la cause principale, c'est le néphroblastome. C'est précoce. J'ai mis entre 1 et 6 ans. J'ai mis 1. Je n'ai pas dit 6 mois. Je n'ai pas dit néonatal. Puisque quand c'est néonatal, je vous ai dit que je bascule dans ma tête sur un autre modèle, et je vais parler d'un amartome de Bolland. Donc entre 1 et 6 ans, c'est donc un peu plus tôt que le neuroblastome. Mais surtout, c'est beaucoup plus tôt que d'autres tumeurs rénales, comme par exemple le sarcome cellulaire dont je vous parlais tout à l'heure. D'accord ? Le terrain, eh ben, il peut y avoir un terrain particulier, les aniridies, le syndrome de Drache qui a une néphropathie associée également à des ambiguïtés sexuelles, tout ça c'est uniquement pour faire plaisir aux pédiatres, les autres ils s'en fichent. Ce qui est intéressant quand même, c'est tout ce qui est hémi-hypertrophie. Vous savez, tous ces patients qui ont des asymétries, des viscéromégalies ou des hémi-hypertrophies. Quand c'est une hémi-hypertrophie, généralement le néphroblastome est du côté de l'hémi-hypertrophie. Quand on a des viscéromégalies de tout type, en particulier les syndromes de Beckwith-Friedman, la plupart d'entre vous ne le connaissent pas, et oubliez-le. C'est un enfant qui a un gros plan,
il a une grosse langue, reprendre une omphalocèle et une viscéromélie. Donc le diagnostic, il est fait par reprendre à la naissance de l'omphalocèle. Alors le problème qui se pose, sur ces terrains, on va le voir, parce qu'ils sont facilement identifiés cliniquement, c'est comment on va les surveiller. Et donc sur ces terrains-là, moi j'ai eu droit à peu près toutes les attitudes depuis 30 ans. Aujourd'hui, on sait que c'est des tumeurs qui poussent vite. On a tous eu des gars où on leur faisait des échos tous les 6 mois, et tout à coup, au 5e mois, entre 2 échos, la tumeur était présente. Donc on disait on est totalement inutile. En fonction des équipes, on leur fait des échographies répétées tous les 6 mois ou tous les ans. Et surtout, le meilleur élément, c'est l'examen clinique. Le meilleur suivi, c'est d'apprendre aux parents à papouiller le ventre. Bien sûr, ça suscite de l'angoisse, mais c'est la meilleure façon de voir apparaître ces lésions. Le mode de révélation, je vous rappelle, c'est la masse palpée, c'est rarement l'hématurie, ça peut éventuellement être l'hypertension. Mais l'hypertension, elle n'est pas spécifique, puisque l'hypertension, vous la trouvez également dans le neuroblastome. Ce qu'il faut que vous reteniez dans votre tête, il y a des formes bilatérales qui représentent 5%, qui ne représentent que 5%. On va voir qu'il y a une maladie particulière, qui est la néphroblastomatose, qui est une atteinte avec des anomalies qui sont des anomalies de mise en place embryologique du rein, qui vont être avec du rein qui fera du métanéphrose, donc du rein embryonnaire, qui peut avoir des lésions multiples. Si j'ai d'emblée des formes multiples, des localisations multiples, ça peut être un néphroblastome, 5%. Est-ce que je suis dans le cadre de ce terrain particulier de néphroblastomatose? Mais surtout, dans votre tête, atteinte multiple, je dois avoir une petite lumière qui s'allume. Est-ce que ça ne serait pas un lymphome? On va voir, je vous en reparlais tout à l'heure, il faut l'évoquer, 2 principes lorsque vous avez des atteintes multiples. Puisque la forme bilatérale n'est que à 5%. Ceci explique l'existence de ces formes bilatérales, que je dois impérativement dans mon examen regarder le rein contralatéral, pour 2 raisons. Premièrement, voir s'il y a une localisation haute. Deuxièmement, c'est que l'autre rein, il a intérêt à être là, parce que ça va se traduire tout ça par une néphrectomie du rein tumoral. Donc il a intérêt à avoir un beau rein contralatéral, parce que cet enfant ne va vivre qu'avec un seul rein. Donc, forme bilatérale, il y a des extensions de contiguïté, c'est bien sûr le parenchyme, les cavités, mais les cavités sont rarement envahies, puisque je vous dis, contrairement à la tumeur de l'adulte, il n'y a pas d'hématurie, contrairement aux extensions de l'adulte, et ça peut aller à la capsule ou dépasser la capsule. Vous devez retenir, ça c'est l'extension de corrigée, un mode d'extension qui est fondamental et qui explique tous les gags dans les prises en charge antérieures, c'est la veine rénale. La dissémination se fait par voie hématogène, par contiguïté le long de la veine rénale. Alors aujourd'hui, vous ne les voyez plus, parce que ces tumeurs, on en fait le diagnostic de plus en plus rapidement, parce que dès qu'on les palpe, elles ont le droit à leur échographie. Dans les formes évoluées, pour les pédiatres qui sont là, s'ils prennent leur livre de pédiatrie, je vous rappelle que la tumeur intracardiaque la plus fréquente de l'enfant, telle qu'elle était décrite avant, c'était l'extension du néphroblastome, qui était rein, veine rénale, veine cave, oreillette droite. Maintenant, on l'a oublié, maintenant on pense à d'autres choses, à la sclérose tubereuse de Bourneville et autres machins, mais c'était quand même le mode d'extension. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça expliquait également les formes de récidive. Parce que les récidives n'étaient pas des récidives de la tumeur proprement dite, mais des récidives à partir du moignon de ligature de la veine rénale. Donc vous allez avoir un rôle fondamental, c'est de dire comment est la veine rénale, comment est la veine cave. Puisque le risque principal, c'est de faire une exérèse incomplète avec une veine rénale qui était en veine. Ok, donc ça c'est fondamental pour vous. Bien sûr, vous pouvez les avoir des petites adéopathies. Généralement, ces adéopathies sont beaucoup plus petites que le cas du neuroblastome. Enfin, en termes de métastases, retenez que les métastases principales, elles sont pulmonaires, c'est les plus fréquentes. Et quand on reprend la littérature, c'est un patient qui est bien traité dans les 2 ans. Éventuellement, on redécouvre des métastases, mais il y en a plus après. D'accord ? Je reviendrai sur ces métastases pulmonaires parce qu'elles posent un problème, on verra quoi. Alors,
retenez de façon... Je suis clair ou pas? J'essaye d'être synthétique pour que vous ayez compris dans quel cas vous avez, soit au moment du diagnostic, soit dans le suivi, vous avez, quelles sont les questions posées. Le traitement, ça se terminera par une néphrectomie. Cette néphrectomie est encadrée par de la chimiothérapie. Alors, premièrement, néphrectomie, oui, aujourd'hui, c'est encore une néphrectomie totale. Ça fait 30 ans qu'on discute avec des chirurgiens de savoir si on va faire des néphrectomies partielles. Aujourd'hui, comme c'est un bon pronostic, on n'en est pas encore à faire de façon systématique en Europe une néphrectomie partielle, parce qu'on se dit qu'avec une néphrectomie totale, le pronostic est bon. On ne parle de néphrectomie partielle de façon systématique que lorsqu'on a des formes multiples ou sur un unique, parce qu'on est dans un contexte différent. Ce qui n'empêche pas certaines équipes, en France ou en Europe, de travailler à ces néphrectomies partielles. Et pour l'instant, la décision globale, elle est encore sur la néphrectomie totale. Encadrée par la chimiothérapie, il faut savoir que du point de vue historique, cette chimiothérapie, elle était, si on prend ce qui s'est passé dans les années 70-80, aux États-Unis et en Europe, on avait deux attitudes totalement différentes. Comme on a un diagnostic à 95% sur la simple imagerie, en Europe, les enfants ont une chimiothérapie première sans preuve histologique. Aux États-Unis, interdiction égale chirurgie, puis chimiothérapie. Les résultats étaient très mauvais, parce qu'on arrivait, on opérait à la plus mauvaise période, c'est tumeur. Donc, les choses ont été inversées, ça a été systématiquement chimiothérapie, puis chirurgie. Le pronostic, il est bon, 90% de survie. Les complications, c'est la rupture. Alors ça, pour les pédiatres, on vous apprend, attention, il ne faut pas l'appuyer, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Vous n'allez pas, en examinant l'enfant, vous n'allez pas le rompre. Hein. Généralement, s'il est rompu, il est rompu tout seul. Et ce d'autant que je vous rappelle qu'aujourd'hui, votre main est moins agressive que le nombre de ponctions qu'on nous demande de faire. Hein. D'accord? Donc je tiens quand même à vous rassurer, parce que moi, quand j'ai commencé mes études de médecine, je me souviens, à l'équerre, on nous disait, il ne faut pas examiner l'enfant, parce qu'il y en a un qui l'examine, mais sinon ça va rompre. Non. Ça rompait parce qu'il était tombé, parce qu'il était allé dans la cour, et ainsi de suite. Donc la rupture est possible. Le problème de la rupture, c'est pas tellement l'hémorragie, c'est la dissémination intrapéritonéale. Les métastases pulmonaires, je vous en ai parlé. Les récidives locales, nous en avons parlé, puisqu'on a dit que elles étaient rares, et elles étaient essentiellement, et elles sont d'autant plus rares aujourd'hui que le chirurgien fait très attention à cette localisation au niveau pédiculaire. Et la localisation contralatérale, elle peut apparaître de façon secondaire. L'imagerie à l'échographie, qui est valable pour les autres types d'imagerie, vous allez voir une image généralement bien limitée, échogène, hétérogène, intrarénale. Intrarénal, c'est-à-dire que le rein va être éclaté, vous voyez là parfaitement, vous n'avez aucun problème là. Bien sûr, la tumeur est volumineuse, je vous le montre sur le scan, la tumeur est volumineuse. Et regardez sur l'échographie, vous avez ici donc le haut, le bas, le rein, et on voit que le rein, il y a cet aspect en coquetier, vous voyez, qui éclate le rein, et la tumeur, elle est là. Donc on voit bien que c'est une tumeur rénale, intrarénale. Et quand vous allumez le Doppler, vous allez voir que la vascularisation est plus. Donc c'est hétérogène, parce qu'on peut avoir des plages de nécrose, et je vous ai mis rarement calcifiés, mais les appareils sont de plus en plus sensibles, et vous allez avoir de plus en plus de petits cônes d'ombre. Donc c'est de plus en plus fréquent de voir des petites calcifications. Vous allez avoir des adénopathies hilaires, vous allez vous précipiter sur le rein contralatéral pour ne pas l'oublier, avant même de décrire la tumeur, pour être sûr que vous l'avez vu, qu'il est bien, qu'il n'y a pas de tumeur. Et vous allez après, en fin d'examen, passer beaucoup de temps sur la veine rénale et la veine cave. Alors que vous vous trompiez sur la veine rénale, de comprendre, par contre, la veine cave, il faut impérativement que vous l'ayez bien vue. En sachant que ce n'est pas toujours facile, parce que parfois, quand c'est très volumineux, elle est comprimée. Donc que ça soit au scanner ou à l'IRM, c'est la même chose. C'est cette masse ici, cette fois-ci par voie antérieure. On voit la masse qui est ici, volumineuse hétérogène, avec la petite languette
de rein résiduel. On a exactement la même chose au scanner ici. D'accord ? Vous allez également regarder la relation entre la rate et la tumeur quand c'est à gauche. Là, généralement, vous n'avez pas de problème, que ce soit au scanner ou à l'IRM. Par contre, la relation entre la tumeur et le foie à droite pose beaucoup plus de problèmes pour nous en imagerie par couple, même avec nos reconstructions volumiques. Et je trouve qu'il est beaucoup plus facile, avec cette échoscopie, de voir les éventuelles dépendances ou interdépendances entre la tumeur rétropéritonéale et le foie à l'échographie que sur l'imagerie par couple. Donc là, vous avez un avantage, c'était cette échoscopie. Donc là, je vous montre, on a toujours les mêmes choses. On a les désorganisations. Je vous avais montré les désorganisations sur la radio. Vous avez les désorganisations sur l'écho. On voit les cavités qui sont ici éclatées au sein de la tumeur. Eh bien, vous pouvez avoir la même chose à l'échographie. Et sachez que de temps en temps, ce que vous allez appeler une formation kystique ou une nécrose, eh bien, si vous suivez bien, c'est tout simplement une tige calicielle qui apparaît dilatée. Et ça, en tournant autour, vous allez voir la continuité. Le thrombus veineux. Alors, regardez quand même l'oreillette, mais d'après moi, jamais dans votre vie, vous ne verrez de tumeur avec une extension, vous, aujourd'hui, en 2016, de tumeur avec l'extension intrarénale. Sauf pour un petit qui vous arrive d'un autre pays. Par contre, vous allez, vous voyez ici, c'est simple, puisque là, nous sommes sur le rein droit. C'est une coupe coronale. On voit le rein. On ne voit pas ici la tumeur, mais on voit parfaitement, dans la veine cave, le petit thrombus qui est en train d'apparaître. C'est plus difficile au niveau de la veine rénale gauche, qui peut être étirée, allongée par la tumeur. Et bien sûr, ici, on voit le petit thrombus au scanner, tourné en construction dans les 3 plans d'espace. Mais vous devez impérativement chercher systématiquement cette veine rénale, cette artère rénale, dès votre bilan initial. La veine rénale, c'est pour voir s'il y a un thrombus. L'artère rénale, c'est pour voir si elle est englobée par la tumeur ou pas. Ce qui vous permettra de la distinguer entre le néphroblastome et le neuroblastome. Puisque dans le néphroblastome, le pédicule rénal, généralement, n'est pas engainé. Là, c'est une échographie, je vous montre, quand je vous dis que c'est difficile de faire le diagnostic d'extension veineuse, lorsque c'est un petit thrombus. Ça, c'est une échographie réalisée un samedi matin. Normalement, il n'y avait pas de raison de faire cette échographie le samedi matin. L'enfant nous est adressé depuis un autre établissement le vendredi soir. On pourrait très bien attendre lundi, on n'est pas dans l'urgence. Il se trouve que l'équipe d'oncologie se disait, si on va assez vite, on va pouvoir lancer les choses le plus vite possible. Donc je fais l'échographie le samedi matin. Il y a une volumineuse tumeur du rein gauche, qu'on voit parfaitement ici, mais surtout, regardez, j'ai une extension dans la veine rénale. Cette extension dans la veine rénale, elle est surtout marquée parce que j'ai une veine rénale grosse, échogène et grosse. Je ne vois pas la veine rénale, je ne suis pas inquiet. Je vois cette espèce de saucisson en place de la veine rénale, bien sûr que je suis inquiet. Alors cet enfant a eu son scanner dans la foulée, et on voit tout à fait l'extension dans la veine rénale qui s'arrête au niveau de la pince aortomésentérique. Vous voyez, hein, la tumeur est là, et vous avez l'extension dans la veine rénale qui s'arrête ici, puisque la veine rénale, vous voyez que la fin de la veine rénale gauche, on la voit parfaitement. C'est lundi. C'est samedi, d'accord ? 5 jours plus tard, cet enfant a une dyspnée. Pourtant, le bilan est commencé. La chimiothérapie, il a son pack, on va commencer la chimiothérapie. Je refais l'échographie. Regardez, il y a la veine rénale, le boudin que j'avais vu a dépassé la veine, la mésentérique et va jusqu'à la veine cave. Et lorsque je fais en longitudinal la coupe, j'ai à l'intérieur la tumeur précoce. Donc on était là dans une extension par thrombus, qui était très rapide, avec des signes d'embolie pulmonaire, et il s'agissait bien là du niveau du métastatique et pas concurrent. C'était une forme exceptionnelle d'évolution très rapide en intrarénal. Je reviens, la meilleure façon, en intravéneux, excusez-moi. Je reviens, la meilleure façon, c'est de bien regarder votre veine cave. Elle est très souvent comprimée.
Ce n'est pas le problème. Ce qu'il faut regarder, c'est la lumière. Quand vous avez une veine rénale comprimée, c'est pas grave. Quand vous avez une veine rénale élargie, là, c'est très mauvais. Une veine rénale, mais surtout, regardez bien la veine cave. Vous serez plus sensible sur la veine cave. Bon, il y a des néphroblastomes. Il peut y avoir des néphroblastomes, un néphroblastome multifocal. C'est possible. Je vous dis simplement, faites attention. Le diagnostic différentiel principal, c'est le lymphome. Le lymphome, il est exceptionnel qu'il soit de localisation rénale unique. D'où l'importance d'avoir une échographie complète. Et généralement, dans ces localisations rénales, vous avez également un épanchement intrapéritonéal et des adénopathies intrapéritonéales étagées, mais également une atteinte digestive. D'accord? C'est ça qui va vous permettre de faire le diagnostic. Et là où c'est intéressant, j'ai une atteinte rénale multifocale. Il y a un épanchement pleural ou un épanchement intrapéritonéal. Vous avez vraiment aidé le diagnostic, puisque non seulement vous dites faites attention, c'est peut-être pas un néphroblastome mais un lymphome, mais vous allez guider la ponction, et c'est cette liquide de ponction de plèvre ou de péritoine qui va vous permettre non seulement de faire le diagnostic de lymphome, mais de le typer également. Donc vous voyez bien que cette échographie complète, elle est importante. Est-ce que j'ai d'autres localisations et est-ce que j'ai un épanchement? Puisque plutôt que de ponctionner des tumeurs, il suffit de ponctionner, c'est plus facile, cet épanchement, pour avoir le diagnostic de lymphome. Je vous rappelle que la thérapeutique est totalement différente, et surtout ce lymphome va régresser très 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 rapidement sous chimiothérapie. Alors la néphroblastomatose, je ne vais pas vous en parler trop parce que c'est la tarte à la crème, c'est simplement pour vous dire que c'est un résidu de néphrogénique blastémateux. C'est donc des éléments blastémateux. Vous savez, je ne vais pas refaire le cours. Le rein, pro, méso, métanéphrose. C'est trois évolutions successives de la même région anatomique. Et votre néphron, c'est la dernière différenciation du métanéphron, une métanéphrose qui a été colonisée par voie ascendante par le bourgeon urétéral. Ça dit quelque chose sûrement au pédiatre. En tout cas, ça devrait dire quelque chose au pédiatre. C'est peut-être un peu plus perdu pour les autres. Donc là, c'est un trouble de différenciation précoce. Et il y a des blastèmes embryonnaires, donc de reins qui sont de la forme embryonnaire, au niveau du parenchyme anal. Le problème, c'est que ces différents îlots blastémateux, il y en a certains qui vont faire du néphroblastome et d'autres qui vont rester des îlots. On ne sait pas si ces îlots sont des usines à néphroblastome ou si c'est deux choses distinctes. Le problème qu'il y a, c'est qu'à l'échographie, à l'IRM, au scanner, c'est les mêmes images entre un blastème et un néphroblastome. Il n'en reste pas moins que ces enfants qui ont des localisations multiples, on va leur faire tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est-à-dire échographie, scanner, IRM, pour essayer de faire le bilan précis de ces lésions. Il y a des lésions qui sont les lésions les plus grosses et les plus évolutives qui vont être retirées. Et dès qu'il y a une lésion après qui augmente de volume, c'est grâce à votre surveillance que vous direz qu'elle augmente de volume ou qu'elle change de morphologie, on ira la retirer. Pour avoir la confirmation, 1, c'était un blastème banal, 2, c'était un néphroblastome. Donc c'est dans un contexte totalement différent, mais sachez que ces enfants, quand on en parle, c'est très compliqué pour nous, pour tout le monde de les prendre, et pour les parents encore plus, de les prendre en charge. C'est-à-dire, d'accord, il y en a partout, mais où est la tumeur? Où est le cancer? Et là, c'est du bricolage au cas par cas. Donc ça s'appelle la néphroblastomatose. Alors, les métastases, je vous ai dit, je ne vais pas trop insister, je vous ai dit que les métastases, elles peuvent être pulmonaires. C'est là pour ça que ces enfants ont tous un scanner thoracique initial. Mais il peut y avoir également des métastases, cette fois-ci par rupture, donc de dissémination, et vous pouvez en avoir en intrapéritonéal. Dès qu'il y a eu rupture. Je vous rappelle également qu'un enfant qui a une perméabilité de son canal péritonéo-vaginal a le droit d'avoir un petit épanchement dans les bourses, mais ce qui veut dire que vous pouvez avoir, quand vous avez contaminé une péritoine, une localisation dans la vaginale, dans la bourse. D'accord? Bon, on a fait cette échographie, on est allé au bout, on a fait notre compte rendu, on a dit qu'il y a une tumeur rétropéritonéale
rénale, on a dit que c'était mesuré tant, on a dit que la veine rénale, c'est la veine qui avait été perméable. Tout ça, ça nous oriente vers un néphroblastome, puisque c'est une tumeur charnue intrarénale. Ça ne nous a pas empêché d'emblée de programmer des catécholamines urinaires au cas où on se serait planté et ça serait un neuroblastome. Je vais vous parler tout à l'heure. Donc tous ces enfants ont bien sûr des catécholamines urinaires. Il n'en reste pas moins que aujourd'hui, jusqu'à il y a très peu de temps, tout ceci suffisait et on commençait la chimio sans preuve histologique. Aujourd'hui, on commence à nous demander de plus en plus fréquemment de les biopsier pour avoir tous ces marqueurs biologiques, génétiques qui nous permettent de prendre en charge les enfants. Donc, vraisemblablement, dans un avenir que je ne connais pas, on les ponctionnera tous systématiquement. Ce qui n'est pas encore le cas à l'échelon national. Après, ça varie d'une équipe à l'autre, mais ce qui n'est pas encore le cas. Ou on aura peut-être un marqueur biologique qui nous permettra d'avoir un diagnostic de certitude sans être obligé de les biopsier par autre chose que la biopsie. Il n'en reste pas moins que cette attitude qui est tumeur charnue égale néphroblastome chez l'enfant entre 1 et 6 ans jusqu'à preuve du contraire, vous, de votre rôle à vous, c'est chaque fois de vous dire attention. Première attention, je vais y revenir tout à l'heure, il s'agit du premier trimestre. Statistiquement, ça sera beaucoup plus fréquent un amartome de Bolland, autrement dit une tumeur qui nécessite simplement une chirurgie et pas une chimiothérapie. D'où l'attitude de tous les enfants qui sont avec une tumeur rénale à la période néonatale, qui sont une abord chirurgicale de première intention. Après 12 ans ou après 10 ans, attention, le diagnostic de néphroblastome est moins probable. Donc tout cela ont une attitude à part, et en particulier les grandes biopsies. Lorsqu'il y a des métastases osseuses, je vous ai dit, faites attention, revoyez votre diagnostic, parce que ce n'est pas un neuroblastome que j'ai pris à tort pour un néphroblastome. Est-ce que ce n'est pas un lymphome? Et dans ces cas-là, ce n'est pas des métastases osseuses, mais c'est des localisations osseuses de lymphome. D'accord? Et toujours, si c'est vraiment le rein, tumeur assez nucléaire. Quand c'est bilatéral d'emblée, est-ce que ce n'est pas un lymphome? Quand je suis dans un contexte fébrile, parce que je suis obligé d'en parler, si vous êtes à Marseille, c'est pas la même chose que si je suis à Tours, qui est une ville pépère, sans immigration, sans rien, sans immigrés qui arrivent sur des bateaux machin et compagnie. D'accord? Donc on n'est pas dans le même recrutement. Et dès que je suis dans un contexte fébrile, je dois m'interroger. Et surtout, on a décidé que c'était un néphroblastome, on a commencé la chimiothérapie, et cette chimiothérapie ne montre pas de régression. Là, vous devez de nouveau vous mettre autour de la table et que chacun apporte sa part. Et vous avez votre part à apporter sur tous les éléments sémiologiques de cet enfant. D'accord? C'est bon? Alors, les autres tumeurs rénales. Le sarcome acénucléaire, je connais, le kyste multiloculaire, je ne vais pas y revenir, c'est des formations essentiellement kystiques juste à poser. Vous en verrez, 3 dans votre vie, 2 dans votre vie, ou 1 si vous n'êtes pas dans un service spécialisé, donc je vais mettre côté. Ce qui va m'intéresser, c'est l'amartome de Bolland. L'amartome de Bolland, vous êtes mauvais. Vous dites bouboule, charnu, rénal, de ce tout petit qui a moins de 6 mois. D'accord? C'est tout ce que vous direz. Et voilà ce que ça donne. Masse échogène, homogène, intrarénale. Si vous ne l'opérez pas, ça va pousser, ça va pousser, ça va pousser, ça va envahir à peu près tout. Donc c'est une chirurgie d'exérèse. Cette chirurgie d'exérèse, aujourd'hui en France, ça veut dire qu'un enfant qui a une masse échogène rénale a une chirurgie d'exérèse systématique et qui reste majoritairement une néphrectomie complète. D'accord? Certaines équipes font des néphrectomies partielles, mais c'est encore quelque chose qui n'est pas dans le protocole habituel. Donc, vous faites ça, vous dites c'est statistiquement un Bolland, regardez quand même le rein contralatéral, parce que c'est le seul qui va lui rester. Non pas parce que vous avez peur d'une autre localisation, mais parce que c'est le seul qui va rester. Les discussions sont, est-ce qu'on considère que la fréquence se croise à 3 mois ou 6 mois? Certains considèrent que la fréquence se croise à 6 mois
et donc ils opèrent toutes les tumeurs avant 6 mois. Certains considèrent que ça se croise à 3 mois, et donc entre les 3 mois et les 6 mois, ils s'interrogent, et avant de faire une néphrectomie, éventuellement, ils demandent une ponction pour faire la différence. Donc, je ne vais pas rentrer dans les... Ça, c'est des batailles d'école, je ne vais pas rentrer dedans. Autre diagnostic, c'est le lymphome. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le lymphome rénal existe, et il est rarement isolé. Généralement, quand vous avez un lymphome sur le rein, vous avez des atteintes multifocales du rein et vous avez d'autres lésions. Donc là, il y a une atteinte ganglionnaire quasi constante. Il y a une atteinte ganglionnaire quasi constante. Votre rôle, c'est pas seulement peut-être le moniteur de panorama. Excusez-moi, madame, on vous entend, on a fait un cours et on vous entend là. Excusez-moi, on vous entend beaucoup parler, on est juste à côté en faisant un cours. Voilà. Bon, excusez-moi, nous continuons. Bon, donc, votre rôle également, c'est de voir qu'il y en a ailleurs. Si vous montrez qu'il y a des ganglions, normalement que votre collègue a palpé, mais que vous avez d'autres ganglions ailleurs, c'est sûr qu'on va aller chercher ce ganglion superficiel. Vous allez rechercher les atteintes viscérales. Et là, on verra, l'atteinte digestive est quand même très fréquente, mais surtout, dès que vous avez une sérite, la plèvre, le péritoine, ça, comme je vous l'ai dit, ça nous permet de ponctionner et de faire le diagnostic et le typage de ce lymphome. Donc le traitement va commencer très vite grâce à vous. Ce lymphome, il peut très bien éclater le rein, il peut très bien avoir une localisation unique ou multiple du rein, vous allez avoir des épaississements parenchymateux de la paroi du tube digestif, soit un simple épaississement, soit comme ici une dissociation complète de l'anse où vous ne voyez même plus la lumière. Vous voyez ici il y a un gros rein qui est hétérogène, on le voit sur l'échographie, un gros rein qui est hétérogène avec des plages qui sont hypo ou iso-échogènes. C'est très difficile de faire la part de chacun. Vous voyez ici on voit des nodules qui sont hypoéchogènes. Les lymphomes, je ne sais pas si vous avez peu de chance d'en voir, mais vous avez malheureusement, vous suivez peut-être des enfants qui ont des greffons rénaux, et ça fait partie des complications des greffes rénales, des enfants qui sont sous immunosuppresseurs, en particulier avec éventuellement des problèmes viraux associés. Et donc vous allez avoir de la même façon, mais c'est pour ça que la sémiologie est plus simple à voir pour vous, parce que le rein est juste sous la peau, vous allez avoir ces nodules comme celui-là, là, bien limités, hypoéchogènes, et vous pourrez en avoir un ou plusieurs. Une fois que vous les avez vus dans ce contexte, ça vous permet de bien mieux faire le diagnostic sur un rein in situ d'un enfant qui a un lymphome sur son rein in situ. Ok, c'est bon. Votre rôle, il est simple. Tumeur rétropéritonéale, charnue, infrarénale. Comme on est à 24, est-ce qu'il y a des ganglions? Est-ce qu'il y a des signes que je trouve bizarres? Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais par exemple, vous voyez, il y a d'autres techniques qui nous posent problème. Par exemple, le scanner. Si on considère ce qui s'est passé depuis 15 ans, le fait de faire des scanners systématiques à ces enfants nous ont montré des tas de petites lésions pulmonaires dont on ne sait pas quoi faire. À partir du moment où vous les montrez, vous êtes en train de les décrire comme métastatiques, et dans les protocoles, on vous parle de lésions qui sont grosses et pas petites. Donc on a sûrement surclassé à cause du scanner, dans la classification, on a sûrement surclassé des néphroblastomes. Et peut-être qu'on les a surtraités. Votre échographie, ce n'est pas le problème. Des questions, on peut passer au suivant. On pose des questions à la fin. Ça va, c'est bon, vous suivez? J'essaye d'être le plus simple possible, mais le plus synthétique et que... Bon. Masse rétropéritonéale, extrarénale, charnue. Celle qui nous intéresse, c'est les tumeurs de la crête neurale. Alors bien sûr, ça peut être une masse échogène, on y reviendra tout à l'heure. Dans ces cas-là, période néonatale, ça peut être un hématome de la surrénale, nous en reparlerons. Les autres tumeurs sont quand même beaucoup plus rares. Les tératomes, ils vont apparaître hétérogènes avec des composantes calcifiées, graisseuses, totalement différentes. On a bien sûr dans la rétropéritoine des tumeurs qui peuvent être des tumeurs pariétales qui envahissent le rétropéritoine. Ça peut être des Ewing, des PNET, des rhabdomyosarcomes. D'accord ?
Et soyons honnêtes, ces tumeurs-là, comme les neuroblastomes, sont des petites cellules rondes et bleues. Et seuls les marqueurs tumoraux vont vous permettre d'en faire la part. D'accord ? C'est la tumeur la plus fréquente de l'enfant, hors système tumeur solide la plus fréquente de l'enfant, hors tumeur nerveuse centrale. Le terrain favorisant, j'en ai pas trop à vous proposer en dehors de la neurofibromatose. C'est dans le cadre des tumeurs de la crête neurale, autrement dit, ça peut être de la base du crâne jusqu'au sacrum, ça peut être les surrénales, mais on peut être également, à point de départ, périrachidien ou périnasulaire. Donc nous, quand on est dans l'abdomen, on va se dire, est-ce que le point de départ, c'est la surrénale, ou est-ce que c'est périrachidien? D'accord? Donc on va toujours chercher les surrénales. Il y a une différenciation variable. Alors là, je vais perdre un tout petit peu de temps pour dire ce que j'appelle différenciation variable. Je reviens dans 2 secondes. Ces neuroblastomes, ils sont aux 2 tiers des cas rétropéritonéaux, et quand ils sont rétropéritonéaux, ils sont majoritairement à l'origine de la surrénale. Et comme je vous rappelle, toutes les cellules de la crête neurale, vous avez tout à fait le droit d'avoir un neuroblastome pelvien, pré-rachidien, pré-sacré. D'accord? Quand je vous dis que c'est une différenciation variable, alors là je suis désolé, je vais remonter à un temps qui est bien avant même moi, même si je suis le plus vieux dans cette salle. Si vous prenez des rapports d'autopsie du début du XXe siècle, de la fin du XIXe siècle, parce qu'à Londres, qui était une grande ville avec beaucoup de misère, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient trouvés à la naissance, et il y a eu des grandes séries d'autopsies. Ces gens qui ont autopsié les enfants décrivaient souvent des tumeurs surrénaliennes, avec une fréquence qui était beaucoup plus importante que la fréquence que l'on a connue après dans les années 50 du neuroblastome. Ça, c'est un premier élément. Donc, on voit que si vous autopsiez des tas d'enfants à la naissance, vous allez trouver plus de neuroblastomes que des neuroblastomes qui parlent. Le deuxième point, c'est qu'après, bien après, apparaît l'échographie anténatale. Et on a vu apparaître, grâce à l'échographie anténatale, plus de tumeurs surrénaliennes que de tumeurs surrénaliennes qu'on connaissait 10 ans avant. Et maintenant, on sait parfaitement que certaines de ces lésions peuvent involuer, maturer et régresser. Autrement dit, vous pouvez avoir des tumeurs surrénaliennes anténatales qui vont involuer spontanément avec une maturation. Si vous allez les biopsier, plus vous les biopsiez tôt, plus vous aurez de composantes de neuroblastome. Plus vous les biopsiez tard, plus on va vous dire, c'est des crêtes neurales matures, c'est des ganglioneurones et autres machines. D'accord? Je vous ai dit tout à l'heure que, et on va en reparler, qu'on a des marqueurs biologiques qui sont des catécholamines urinaires. Certains, dont les Japonais, dans les années 80, ont systématiquement, à tous les nouveau-nés, fait des catécholamines urinaires. Ils ont donc proposé, comme diagnostic néonatal, de faire des catécholamines urinaires à néonatal le premier mois de vie, parce que néonatal, ils avaient des problèmes avec leur dosage, et donc des catécholamines urinaires, et ils ont ainsi dit, nous on fait des diagnostics précoces du dépistage du neuroblastome. Le problème, c'est qu'ils avaient beaucoup plus de neuroblastomes que le reste du monde. Ça a posé un problème. Que fait-on de ces lésions? Puisque certains voulaient les traiter systématiquement. En France, il faut que vous sachiez, parce que ça vous permet de parler un peu de l'évolution de la médecine, dans les années 90, il y a une région qui a statistiquement décidé de faire ce type de diagnostic, c'était à Lyon. Et on s'est retrouvé avec un nombre plus important de neuroblastomes, et très vite on s'est rendu compte qu'on ne savait pas quoi faire de ces neuroblastomes qu'on avait diagnostiqués comme ça. Puisqu'on sait, et on sait maintenant qu'une partie aura une révolution, on a évolué spontanément. Donc, un neuroblastome peut régresser, peut évoluer, peut maturer. Un diagnostic que l'on fait à la période néonatale n'est pas forcément un diagnostic d'un enfant qui nécessitera chimiothérapie et chirurgie. On oublie cette histoire naturelle.
Et l'intrusion de l'échographie anténatale a beaucoup perturbé dans les années passées. Je voulais que vous soyez... Oui. C'est dans quelle proportion entre le nombre qu'on voit en anténatal et le nombre qui, au fond, ne s'exprime pas ensuite? C'est difficile puisqu'on a introduit une note active. D'accord? C'est que le fait de les surveiller, pour l'instant, je n'ai pas lu de série où on a décidé de ne rien faire ou de faire. On s'est inquiété et on a fait. Et donc là, chacun d'entre nous est hétérogène, on les surveille, mais à partir du moment de quand on agit. On agit quand ça ne régresse pas au bout de combien de temps? 3 mois. On agit dès qu'il y a des catécholamines qui sont encore positives, mais quand? 3 mois ou 6 mois. Et on voit très bien qu'on est hétérogène. Et à ma connaissance, il faudrait que je vois, mais je ne crois pas qu'il y ait une étude européenne lancée pour, de façon... Bon, je vous le dis parce que soyez pas étonnés. Pour ceux qui font le diagnostic anténatal et qui voient une boule, si 6 mois après on lui dit bah, t'as dit n'importe quoi, cet enfant n'avait rien, non, vous avez le droit d'avoir raison. C'est d'autant que si vous cherchez bien, il y a souvent une petite calcification qui reste. D'accord? Alors, les facteurs pronostiques, ils sont biologiques et génétiques. Je ne vais pas multiplier là encore la biologie et la génétique. Vous savez souvent ce qui nous intéressait, c'était le NNIC, l'amplification, vous pouvez toujours en discuter. C'était, en gros, on est dans la culture cellulaire et dans l'analyse du génome, et cette culture cellulaire et l'analyse du génome nous permettent de les classer en plus ou moins agressifs. La question, c'est sur quoi je peux faire cette analyse, puisqu'il me faut un bout de tumeur. On va voir que pour certaines analyses de génome, on a besoin d'avoir un bout de tumeur. Sur d'autres, on peut se contenter d'avoir quelques cellules. Et parfois, c'est plus facile d'avoir quelques cellules qu'une véritable biopsie de la tumeur. C'est ce dont je vais vous reparler tout à l'heure. Alors, ce qui caractérise ce neuroblastome, c'est qu'il va être entouré d'adénopathies. Et ces adénopathies vont vous faire, dans la région rétropéritonéale, un infiltrat périvasculaire. Ça va vous permettre de mieux faire le diagnostic. Ça va vous obliger à bien surveiller cet infiltrat, parce que l'opérabilité de l'enfant, qui doit être opéré à un moment, donc son pronostic va dépendre de son opérabilité, et son opérabilité dépend de l'environnement des vaisseaux. Vous pouvez avoir une extension éventuellement, comme toutes ces tumeurs de la crête neurale latéro-rachidienne, en intracanalaire. Mais sincèrement, on voit que c'est deux populations totalement distinctes. Il y a ceux qui arrivent avec des signes neurologiques, qui ont besoin éventuellement, parce qu'il y a une compression médulaire, un geste chirurgical d'emblée de décompression. Et les autres, cette composante endocanalaire va régresser sous chimiothérapie. Et donc le fait de montrer aujourd'hui une extension endocanalaire sans signe neurologique pose un problème thérapeutique. Parce qu'on va lui mettre de la chimiothérapie, puis après on va dire on va l'opérer. Et si vous dites oh il y a encore un trou de conjugaison, c'est pas vous qui allez me dire à l'échographie, et qui est un peu bizarre, qu'est-ce qu'on va faire? Quel est le chirurgien qui va aller chercher ça? Personne. Donc je vous dis bien, ce qui compte c'est signe clinique, absence de signe clinique de compression médulaire. C'est ça qui va changer le fait qu'on soit agressif ou pas au niveau de ce rachis 700. Les métastases osseuses, oui, métastases osseuses, et on va voir qu'on parle de métastases osseuses et médulaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous allez trouver très fréquemment dans la moelle osseuse d'enfants qui ont un neuroblastome des cellules, des neuroblastes, qui sont dans la moelle osseuse. C'est pour ça que ces enfants ont systématiquement des biopsies médulaires. L'intérêt, c'est que ça va vous donner de la cellule tumorale, et que sur ces cellules tumorales, vous pourrez faire un certain nombre de marqueurs, et en particulier les NMIC dont je parlais, qui va vous permettre de dire est-ce que c'est amplifié, est-ce que c'est pas amplifié, est-ce que je suis dans l'agressif ou non agressif. Je schématise. Mais c'est à partir de ces éléments qui sont un infiltrat médulaire que vous pouvez le faire. Parallèlement à cet infiltrat médulaire, qui n'est pas considéré en soi comme un élément de mauvais pronostic. On va le classer comme infiltrat médulaire, mais en soi, ça n'est pas du tout la même chose, du point de vue pronostic, qu'un classement comme métastase osseuse, où là, vous allez avoir des cellules qui vont proliférer en amas, qui vont entraîner une lyse osseuse et une fixation à la scintigraphie, au MIBG.
Et c'est pour ça que parfois c'est l'ambiguïté. Oui, il y a une extension médulaire. Non, elle n'est pas considérée comme métastatique sous la forme d'une métastase, comme une tumeur qui est en train de se développer localement. Du point de vue pronostic, ça n'a rien à voir. D'accord ? Bon. D'accord, les marqueurs biologiques, je vous ai dit, c'est les catécholamines urinaires que l'on fait systématiquement, qui permettent le diagnostic initial, mais surtout le suivi. Ces catécholamines urinaires, en fonction des séries, ils sont positifs de 85 à 95%. Ça va dépendre de plus en plus maintenant des techniques employées, mais c'est de plus en plus efficace. Mais je vous dis, ça vous permet également de suivre l'évolution. Car si vos catécholamines restent élevées alors que vous croyez avoir bien traité votre patient, c'est qu'il est en train de vous échapper. Survie, j'ai mis point d'interrogation. Globalement, la survie est meilleure chez les tout petits que chez les grands. Globalement, ce qui compte, c'est de savoir s'il y a des métastases. Deuxième point, est-ce qu'il est opérable ou pas? Un enfant qui n'est pas opérable et que vous n'avez pas opéré, vous êtes dans de la survie qui va être beaucoup plus mauvaise. Alors, les facteurs pronostiques, je ne vais pas entrer dans la liste de tous les facteurs pronostiques biologiques aujourd'hui, ce n'est pas notre propos aujourd'hui, sinon on ne va pas finir le coup. Même si c'est passionnant, et de toute façon on est toujours à un coup de retard, hein, ça c'est vu l'évolution. Votre imagerie, c'est ça qui va vous permettre de faire le diagnostic en 5 minutes dans le cabinet où la maman vient et vous êtes en train de vous dire au bout de 10 secondes, merde c'est un neuroblastome, comment je vais l'expliquer? C'est une masse rétropéritonéale, hétérogène, calcifiée, qui refoule et envahit, qui refoule les organes de voisinage et engaine les vaisseaux. Dans la majorité des cas, cette masse est à point de départ surrénalienne. Mais le problème que vous allez avoir au tout départ, c'est que la masse est tellement volumineuse qu'il va vous être difficile, sur la première échographie, d'identifier une surrénale saine qui aurait pu rester du côté de la tumeur. Et vous allez peut-être la voir réapparaître ultérieurement. OK? Donc c'est une masse. Regardez, ce qui la caractérise, c'est qu'elle est hétérogène, là sur ce scanner, et qu'elle engaine ici l'aorte. Vous avez bien vu qu'elle engaine l'aorte. Ça dure 10 secondes. Tout de suite, vous savez que c'est un neuroblastome. Et tout de suite, vous vous dites, bon, il engaine, c'est chimio jusqu'à opérabilité. Il faut que je dise à la maman, c'est une tumeur rétropéritonéale extrarénale, madame, c'est un cancer, oui, c'est un... Avec tout ce que ça veut dire derrière. D'accord? Quelle que soit la forme d'imagerie, que ce soit de l'échographie comme ici, c'est le même enfant. De l'IRM ou du scanner, ce que vous voyez, c'est une masse, ici, rétropéritonéale, qui refoule l'aorte, ici, parce qu'il y a une composante qui est rétro-aortique, qui refoule l'aorte ici, à gauche et en avant. On voit la même chose au scanner, et on voit la même chose à l'IRM. Cette masse, elle est hétérogène, très hétérogène à l'échographie, calcifiée au scanner et un peu moins hétérogène à l'IRM ici. Une masse comme ça, c'est forcément soit un neuroblastome, soit une tumeur pariétale qui est venue en avant. Et la probabilité pour que ça soit un neuroblastome est à 95%. Vous faites des marqueurs biologiques, urinaires, et vous avez diagnostic. Vous avez vu qu'elle engaine l'aorte, on va voir après les autres vaisseaux. Vous savez que malheureusement, on va être dans une difficulté opératoire. Et ça va être chimio jusqu'à ce soit opératoire. Alors, là encore, vous faites vos coupes dans les différents plans de l'espace. Je vous ai mis volontairement l'écho et le scanner à côté, en vous disant que le problème du scanner, c'est que vous êtes en axial. L'écho, vous allez bien sûr vous adapter en permanence à tout ce qu'il y a à regarder. Donc, vous allez faire tous vos plans de coupe. Ce qui caractérise cette tumeur, c'est qu'elle est la tumeur primitive et les ganglions autour. Et vous êtes incapable, dans l'immédiat, de faire la part de chacun. Tout ceci, que je vous montre ici, c'est vraisemblablement la tumeur et des ganglions de ce côté-là. Il est plus probable que ça soit des ganglions plutôt que la tumeur qui a franchi la ligne médiane. Ce qui la caractérise, c'est que vous voyez ici, ça engaine les vaisseaux mésentériques. Donc, les ganglions, la tumeur
indissociable au départ, vous allez calculer le volume global de la tumeur au départ, et puis après, sous chimiothérapie, vous calculerez chacune des composantes qui s'individualisent. Ça refoule et engaine les vaisseaux, la veine cave, la tumeur est dans ces cas-là rétrocave, l'aorte peut être engainée, les artères rénales et digestives peuvent être également chacune à leur point de départ rétropéritonéal engainées, et pas dans le péritoine, mais vraiment dans le rétropéritoine. Ça engaine, ça enserre, il n'y a pas de thrombose. Si vous me dites qu'il y a une thrombose veineuse sur un neuroblastome, bon, je vais dire c'est peut-être parce qu'il y a une stase veineuse, parce qu'il y a une compression, mais sincèrement, je vais vous dire, attends, il faut quand même revoir peut-être notre diagnostic. D'accord? Est-ce que ça ne serait pas un néphroblastome? Cette tumeur, je vous ai dit qu'elle était rétropéritonéale. Sachez que dans l'extension des ganglions, vous pouvez avoir vers le haut une extension vers l'espace intramédiastinal postérieur, ce que vous allez voir sur les coupes axiales d'écho comme sur les coupes axiales de scanner. Là, je vous ai mis volontairement scanner, reconstruit et échographie, où on voit parfaitement la tumeur ici, sur cette coupe sagittale, qui refoule en avant la veine cave. Vous voyez, elle la refoule, elle la repousse en avant, mais elle ne l'envahit pas. Vous avez ici sur l'échographie, ici vous avez la même chose sur le scan. Ici vous avez au niveau de l'aorte, vous avez l'aorte ici sur cette coupe sagittale sur l'aorte, qui est refoulée en avant. Entre rachis et aorte, vous avez la tumeur que vous pouvez mesurer, et bien vous avez exactement la même chose sur cette reconstruction d'IRM. Même chose ici où on essaye de voir les rapports vasculaires. On voit qu'ici, chez cet enfant, les rapports vasculaires sont moins de meilleurs pronostics, puisqu'on voit que la tumeur vient au contact de l'aorte, vient au contact d'un vaisseau à destinée digestive, refoule le rein, mais n'engaine pas l'aorte. Donc on va être dans un meilleur pronostic. Le problème qui va se poser chez cet enfant, c'est, quelle que soit votre coupe échographique ou scanographique, c'est le refoulement de la mésentérique qui est ici, vous voyez, refoulée vers le haut par la tumeur. Mais comme elle n'est pas engainée, on est dans un élément qui est un élément en disant sous chimiothérapie, ceci va être plus opérable. Ce qui est plus gênant, par contre, c'est sur ce scanner ici, la petite composante rétro-aortique. Alors, c'est un enfant qui arrive. Celui-là, c'était un lundi matin, masse du flanc droit. On a une échographie du rein droit qui montre deux choses. Premièrement, le rein droit, il est refoulé et il est envahi. Le rein droit qui est là, excusez-moi, le rein droit qui est là, est refoulé, mais également avec de la tumeur qui est à l'intérieur. Lorsque on allume le Doppler, on voit, et c'est assez surprenant, que la vascularisation rénale, on la voit bien, et n'est pas tellement en continuité avec la vascularisation de la tumeur. Ça nous fait tiquer, mais pas plus. Par contre, vous mettez ici en longe au niveau de la veine cave, vous voyez que la veine cave est refoulée vers l'avant. Jusque-là, on dit, tiens, c'est bizarre ce comportement derrière la veine cave, mais après tout, pourquoi pas. Mais regardez, ceci est une coupe coronale dans le flanc gauche. Le rein gauche est là. L'aorte est là. Et entre le rein gauche et l'aorte, j'ai une masse qui refoule le rein gauche vers l'extérieur. C'est donc cette masse qui est à point de départ droite, franchit la ligne médiane. Alors bien sûr, on pourrait évoquer un néphroblastome qui a des ganglions qui sont importants. Pour que j'ai un ganglion para-aortique, le ganglion para-aortique gauche va situer sur un néphroblastome droite, le diagnostic commence à poser un vrai problème. Donc là, les catécholamines urinaires ont bien montré qu'il s'agissait d'un volumineux neuroblastome droit avec des ganglions bilatéraux. Mais là, à l'échographie,
On était gêné, comme je vous l'ai dit, ça arrive parfois sur intra- ou extra-rénal. On avait le vasculaire rénal qui ne collait pas. On avait le comportement avec la veine cave, mais surtout le comportement de ganglions multiples envahissant tout. Et ça, c'est tout à fait spécifique du neuroblastome. Bon, le neuroblastome, je n'insiste pas, ce que je ne vois pas bien, c'est la composante intracanalaire, ce n'est pas notre problème. Ce que je voulais vous dire également, c'est qu'il y a des formes métastatiques particulières. Je voulais vous parler de 2 formes métastatiques. Je vous rappelle que je n'appelle pas métastatique la localisation de la moelle osseuse qui est décelable à la ponction, mais qui n'a aucune manifestation radiologique. Par contre, vous avez le droit d'avoir des métastases osseuses multiples. Alors, pour ceux qui sont pédiatres, ils connaissent les différentes formes. L'enfant Newton, l'enfant qui arrive avec ses hématomes en cocarde, qui est une atteinte orbitaire. Vous avez le droit des atteintes multiples. Là, je vous ai montré un scanner d'atteinte de la mandibule. Sachez que ces métastases osseuses, la MIBG, la scintigraphie à la MIBG va les montrer parfaitement. Donc là, on n'a pas de problème. Il faut simplement distinguer ce qui est médulaire et ce qui est métastatique osseux. Une forme très particulière, c'est les localisations hépatiques. Alors là, aujourd'hui, ça continue à poser problème. Il y a plusieurs pronostics, plusieurs protocoles dans le monde entier, car on a tous connu ce qu'on appelle le syndrome de Pépère. Le pépère, ce n'est pas le pépère pervers, c'est le petit enfant qui, à la période natale, arrive avec un volumineux foie. Quand vous faites une échographie ou un scanner, il est multimétastatique. Si vous faites des catécholamines, ça va être positif. Si vous faites une scintigraphie à la MIBG, vous avez 2 solutions. Soit vous voyez les localisations hépatiques, soit vous voyez les localisations hépatiques, plus un éventuel petit neuroblastome. Ce que nous savons, c'est que ces pépères, en grande partie de la période néonatale, avec des localisations hépatiques, vont relativement bien évoluer. Et il était classique, dans les premières semaines, de ne pas faire de chimiothérapie. Et on voyait tout s'amender progressivement. Donc non seulement c'était un neuroblastome dont on se disait qu'il maturait, mais en plus c'était un neuroblastome métastatique dont on acceptait le fait qu'il mature. Et on accepte aussi aujourd'hui cette idée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez des protocoles dans le monde entier qui sont là. Ceux qui disent on va laisser voir, et ceux qui disent on fait quelque chose d'actif. Il va falloir entendre encore quelques années pour savoir qui a raison, mais vraisemblablement, entre ceux qui évoluent bien et ceux qui évoluent mal, il est probable que ça soit avec tous les marqueurs qu'on aura, on se rendra compte qu'il ne s'agit pas tout à fait des mêmes neuroblastomes. Et c'est là où les années qui viennent vont être importantes, c'est qu'on va tout faire pour en avoir des petits bouts, vous trouvez des marqueurs biologiques différents qui nous permettront de distinguer. Et donc le syndrome de Pépère était un neuroblastome métastatique hépatique d'involution spontanée. D'accord ? C'est compliqué d'expliquer ça aux parents. Surtout que s'ils font fois qu'ils vivent sur Internet, ils voient que parfois, à tel endroit du monde, on a une autre attitude. D'accord ? Donc c'est pour ça que je voulais que vous entendiez parler de Pépère. C'est la forme néonatale qui serait de meilleur pronostic. Donc, je passe sur tous mes machins, on s'en fout, on ne va pas y aller. Et je vais vous reparler des indications de terrain. Ça va ? Parce que j'en ai plus pour très longtemps. Je ne voudrais pas vous assommer, mais je sens que la chaleur commence à vous... J'essaie de vous revivifier, mais je ne peux pas servir de ventilateur. Les indications thérapeutiques, elles sont essentiellement liées à l'opérabilité des rapports vasculaires. Il est exceptionnel de tomber sur un petit neuroblastome qui mesure 2 cm, qui est catécholamine positive, qui est MIBG positif, et qui ne touche pas les vaisseaux. Ceux-là, en théorie, ils pourraient bénéficier d'une chirurgie première, puisque tous nos neuroblastomes devront être opérés. Malheureusement, on n'en a pas beaucoup des comme ça. Dans la majorité des cas, on a une chimiothérapie première parce qu'il y a des rapports vasculaires qui font dire au chirurgien tu vas me diminuer tout ça et puis j'y retournerai après. Ok ? Certains enfants ont une chimiothérapie isolée, sans avoir de chirurgie. Ce sont les formes métastatiques osseuses.
métastatiques et les formes inopérables. Autant les métastatiques, on voit, c'est tout le problème, autant les formes inopérables, à l'inverse, on fait tout pour les rendre opérables. Parce qu'on sait que si c'est un problème uniquement loco-régional, le pronostic est directement lié à l'exérèse de la tumeur. Ce n'est pas la même discussion que le métastatique, où là, l'enjeu de la tumeur initiale est moins important. D'accord ? Pour ceux qui participent à des stades d'oncologie nationaux, régionaux ou internationaux, vous voyez que le seul problème, c'est est-il opérable ? Et là, ça va dépendre de l'équipe chirurgicale que vous avez. Je vais vous le dire autrement. Aujourd'hui, les chirurgiens sont beaucoup plus prudents par le passé. Les chirurgiens, dans le temps jadis, opéraient des tumeurs qui semblaient beaucoup plus engainées, quitte à y passer des heures. Aujourd'hui, nos chirurgiens comptent davantage sur la chimio pour diminuer cette tumeur. Alors, voilà le problème tel que nous l'avons. Des rapports vasculaires, vous êtes obligé de dire quels sont les vaisseaux concernés et quel degré ou pourcentage d'engainement. Sur la diapositive de gauche, ici, on va commencer par celle-ci, quel est le problème chirurgical ? Nous avons une volumineuse tumeur rétropéritonéale, médiane et surtout parasagittale droite. D'accord ? Nous avons une aorte qui est pas tellement refoulée en avant. Par contre, nous avons une aorte qui est totalement engainée et surtout une veine rénale, une artère rénale qui est totalement dans la tumeur. Donc si vous l'opérez là, le chirurgien va passer pas mal de temps autour de l'aorte, et surtout, cet enfant est sûr de perdre son sang. D'accord ? Sur la diapositive de droite, on a une tumeur qui est médiane et parasagittale droite, qui refoule l'aorte vers la gauche, qui refoule l'artère mésentérique vers la gauche, mais qui n'a pas l'air d'entourer l'artère mésentérique. Donc on voit que dans cette configuration-là, bien sûr le chirurgien va être content d'avoir une chimiothérapie plus prolongée, mais son geste opératoire sera quand même beaucoup plus facile. Enfin, beaucoup plus facile. Moins difficile. Et nous savons aujourd'hui qu'un certain nombre de nos neuroblastomes, c'est des discussions, et ça vous y participez avec l'échographie préopératoire, parce qu'elle est... C'est les deux, c'est le scanner comme l'échographie opératoire qui répondent à ces rapports vasculaires. On sait que certains chirurgiens disent, bon j'y vais, j'ai une chance sur deux de perdre le rapport, à cause des rapports vasculaires avec l'artère rénale, ou la veine rénale. Mais ça, au moins, il a codifié son truc. Bon, on est dans les mêmes questions là, je ne vais pas vous ennuyer. Ces éléments, vous les avez aussi bien à l'échographie qu'au scanner. Là, les rapports avec la veine cave, vous voyez parfaitement ici, cette veine cave refoulée en avant, comme le montrait le scanner. Je ne vous montre pas le Doppler couleur, mais il est évident que j'allume aussi le Doppler couleur pour voir un petit peu s'il y a un truc qui passe. Je vous rappelle, ça comprime, ça lamine, mais ça n'envahit pas. Ok ? C'est bon ? Dernier point que je voulais voir avec vous sur les tumeurs, les masses rétropéritonéales, et là je m'adresse aux néonatologistes, aux pédiatres qui sont là, c'est le problème des hématomes des surrénales. Vous pouvez en faire un diagnostic anté ou postnatal. Généralement, l'hématome de la surrénale est lié à des souffrances périnatales. Ça va être à l'échographie sous la forme d'une masse de la surrénale, bien limitée, échogène, homogène. Les éléments que vous allez avoir accompagnant cette masse surrénalienne de la période néonatale, c'est premièrement l'anamnèse, est-ce que cet enfant de quelles conditions il est né, est-ce qu'il y a une souffrance, est-ce qu'il y a une anémie ou pas. Vous allez vous assurer qu'il n'y a pas d'adénopathie, que vos marqueurs biologiques sont négatifs. À la naissance, vous allez contrôler et recontrôler les catécholamines urinaires. Et vos diagnostics différentiels, ça sera éventuellement un neuroblastome. Mais quand bien même un neuroblastome, si c'est un diagnostic antéopérinatal, est-ce que je vais précipiter ou est-ce que je vais attendre de voir s'il mature? C'est la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Vous avez également un diagnostic qui est exceptionnel, mais
tout à fait possible, parce qu'on a tous sous le gars, c'est des séquestrations pulmonaires, à gauche, donc, sous-diaphragmatiques, qui simulent les hématomes de la surrénale. L'hématome de la surrénale, son évolution spontanée, elle est bonne. Il va se traduire par une diminution de la masse, une liquéfaction de la masse. Donc ce qui était écogène va devenir anécogène, voire avec des sédiments mobiles à l'intérieur. Des sédiments qui bougent. Ça va après diminuer de taille, et vous pouvez très bien avoir plus tardivement une petite calcification résiduelle. Donc un enfant qui a une anémie volumineuse, masse de la surrénale écogène à la période néonatale, pas de ganglion, on fait des catécholamines qui sont négatives, on surveille, ça régresse. Si ça ne régresse pas, si ça augmente de volume, si les catécholamines augmentent, se posera le problème d'un neuroblastome. Alors, il y a des pédiatres dans la salle, je vais en profiter. Généralement, il y a des pédiatres qui me disent oui, mais faut que tu me dises si c'est bilatéral, parce que du point de vue endocrinien et compagnie. Sincèrement, je n'ai jamais vu de déficit endocrinien lié à un hématome de la surrénale. Est-ce qu'il y a dans cette salle des gens qui font de l'échographie de tout petit? Ouais. Vous avez dû constater que la surrénale du nouveau-né, c'est quelque chose de merveilleux. C'est un petit ver de terre qui se promène, et d'ailleurs, pour tous les... Je pense que toute échographie devrait un jour faire ces échographies-là pour voir. C'est une espèce de petit ver de terre avec hypo-hyper-écogène en fonction de la centro-cortico-médulaire. C'est ce ver de terre, vous voyez parfaitement qu'il est sinueux et qui peut coiffer le rein et descendre jusqu'au pédicule rénal. Et on le voit parfaitement bien. Et une fois que vous l'avez vu, ça vous permet de mieux les retrouver lorsque vous êtes dans le cas d'une masse et bien recherchée. En sachant que la masse, elle peut refouler quand c'est une masse extra-surrénalienne, excusez-moi. Mais s'il vous plaît, si vous avez l'occasion de voir des nouveau-nés, forcez-vous de voir la surrénale, parce qu'une fois pour toutes, vous aurez cette image en tête. Et sur les hématomes de la surrénale, on voit parfaitement que ce petit de la période néonatale, ce petit lombric, on ne le trouve plus, mais à la place on trouve un pataquès qui va évoluer. Sachez également que ces hématomes de la surrénale, vous allez parfois les découvrir de façon totalement fortuite sur des échographies néonatales. Ok ? Si on vous dit anémie inexpliquée, regardez quand même la surrénale. D'accord ? Bon, ben moi je pense que je vais m'arrêter là. En conclusion, je vais vous dire que pour ces tumeurs rétropéritonales, il y a une image qui est simple et fiable. Il y a des informations topographiques que vous apportez facilement. Vous apportez un bilan morphologique et biométrique. Vous êtes surtout important également pour la surveillance. Vous avez une tumeur charnue du rein, c'est jusqu'à preuve du contraire un néphroblastome entre 1 an et 6 ans. C'est une tumeur charnue extrarénale, c'est vraisemblablement une tumeur surrénalienne. Regardez les vaisseaux, faites des catécholamines dans les vaisseaux. Je vais m'arrêter là. J'avais juste un mot à vous dire qui n'était pas sur le rétropéritoine. Il me reste encore un peu de temps, mais ça va durer 2 minutes. Volontairement, attendez, je vais éteindre le...